Alors, il y a énormément de trucs à dire sur votre profil. Et quand je vous dis ça, vous faites une micro-fixation sur votre petit doigt. Donc, il y a quelque chose qui vous interroge et qui vous tend. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de David Corona. Il a passé plus de 10 ans au GIGN où il a négocié avec des terroristes et des preneurs d'otages. Le dernier souvenir, c'est le silence une fois que les coups de feu se sont arrêtés et l'otage qui pleure au téléphone. C'est lui qu'on a envoyé parler aux frères Kouachi pendant l'attentat de Charlie Hebdo en France en 2015. J'ai pour ma part plutôt envie de les provoquer ou de générer une réaction à l'intérieur jusqu'à ce qu'à un moment donné, en plein milieu de l'après-midi, j'entende des coups de feu et qu'ils soient en train de sortir et de tirer dans le tas. C'est aussi lui qui a dirigé les négociations pendant la prise d'otage de Trèbes en 2018, quand le colonel Beltrame a donné sa vie pour sauver une otage. Le colonel Beltrame a tenté sa chance, a sauté à la gorge du terroriste pour essayer de le neutraliser et de sauver sa vie. Dans cette interview, il nous raconte ces moments qui ont marqué sa vie, ces moments de doute, mais aussi les leçons tirées de ces instants où tout peut basculer. C'est la vie extraordinaire de David Corona. David Corona, bonjour. Bonjour. Dans ce format, on a l'habitude de commencer par un jour qui a marqué la vie de nos invités. Pour vous, c'est un peu particulier parce que cette journée a aussi marqué toute la France. C'est le 7 janvier 2015 avec l'attentat de Charlie Hebdo. Ce jour-là, du coup, la France bascule et pour beaucoup, c'est le jour où on a compris que le terrorisme pouvait frapper en plein cœur de Paris. Vous étiez où ce jour-là ? Alors c'est assez étrange, mais cette journée-là, tout le GIGN était rassemblé dans une salle non loin de Versailles. Et en fait, il y avait un officier chargé d'études sur les menaces terroristes et de l'époque qui était en train de nous faire un exposé à toutes et à tous pour nous dire comment les prochaines attaques terroristes allaient frapper le territoire national français notamment. Et notamment certains modes opératoires d'attaquer des militaires ou des médias en priorité. Et pendant qu'il est en train de nous expliquer ça, il y a le général qui commande le GIGN de l'époque qui se lève en plein milieu de son explication, qui sort de la salle. On commence à avoir des téléphones qui bipent un petit peu comme dans les films, un peu partout, des notifications du Monde, du Figaro, Brut peut-être à cette époque-là. Et on est en train de voir qu'il y a une attaque terroriste qui a eu lieu à Charlie Hebdo dans un média. Le général re-rentre dans la pièce et nous dit « Vous avez 5 minutes pour tous être dans les voitures à l'extérieur, on part sur Paris ». Et donc on s'est lancé dans la traque des frères Kouachi en instantané. Présentement, dès que ça a commencé. À ce moment-là, comment ça se passe? Comment vous vous préparez avant de partir? Alors, on ne s'est pas préparé à ce moment-là. Par chance, le GIGN, mais le RAID aussi, est tout le temps prêt. Il y a une alerte 24/7 à 10 minutes qui est en capacité au bip de partir. Les véhicules sont déjà chargés avec les équipements, les armes, les munitions, les gilets pare-balles, les casques. Il nous a suffi de monter dans les véhicules. On est parti immédiatement sur le centre de Paris pour se positionner dans une caserne en attendant d'avoir des informations sur savoir où les terroristes étaient partis en cavale. Justement parce qu'ils sont partis en cavale après avoir attaqué la rédaction de Charlie Hebdo. Tout à fait. À quel moment vous intervenez? Alors ils partent en cavale et à un moment donné il y a une espèce de flou d'informations et de renseignements. On ne sait pas exactement où ils sont. On imagine qu'ils sont partis vers le nord ou l'est et le GIGN est positionné au nord de Paris en attendant d'avoir des informations. Ils vont s'arrêter à une station-service. On a un autre signalement qui nous donne une géolocalisation de leur fuite et donc on se projette dans l'est de Paris, notamment dans le 77 pour commencer à les chercher et va s'engager une fouille méticuleuse de certains villages où j'ai l'impression d'être 50-60 ans en arrière, où on se retrouve avec des habitants qui sont barricadés dans leurs habitations, derrière les rideaux, comme on pourrait voir dans les films de guerre, où on commence à fouiller des villages pour chercher de l'ennemi. Et le véhicule blindé en tête, on est avec nos armes, nos gilets, nos cagoules, nos gilets pare-balles derrière, on marche derrière le véhicule blindé et on fait ouvrir toutes les maisons, on fouille toutes les granges. Et les gens sont un petit peu apeurés, mais on se dit que peut-être les terroristes se cachent chez eux à leur insu. Et à quel moment vous les retrouvez? Est-ce que vous recevez une alerte? On vous dit qu'ils sont... Parce qu'après, on les a retrouvés finalement retranchés dans une imprimerie. Ouais. Comment vous avez reçu l'info? En fait, 24 heures se passent et on fouille différents points. Et en fait, il y a une espèce de lassitude ou de flou qui s'installe. On n'a plus de renseignements, ils doivent être cachés quelque part puisqu'ils ne bougent plus, on n'a plus d'informations. Et vers 6 h du matin, on fouille une casse auto sur laquelle on avait potentiellement un renseignement d'une voiture cachée ou d'eux-mêmes cachés dans une voiture. Ça ne donne rien. On rentre dans une espèce de... On avait réquisitionné un gymnase où tout le monde était là, allongé, essayait de voler quelques minutes de sommeil, ça et là. Et à ce moment-là, on reçoit une alerte et on nous dit...
Ils viennent d'être repérés, ils viennent de rentrer dans une imprimerie à Dammartin-Angwell, remonter tous dans les véhicules. Les hélicoptères ont décollé, se sont mis rapidement stationnaires au-dessus de l'imprimerie. Et nous sommes arrivés avec tous les véhicules et nous avons encerclé l'imprimerie humainement pour commencer potentiellement à discuter ou à négocier. Et du coup, à l'intérieur de l'imprimerie, il y a les frères Kouachi retranchés avec des otages. Quand vous arrivez sur place, comment est-ce que vous établissez le contact avec eux? Alors en fait, ce qui est problématique et un avantage, c'est qu'ils ont un otage mais qu'ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'ils vont arriver dans l'imprimerie, ils vont rentrer par la porte d'entrée et il y a deux occupants dans l'imprimerie, il y a le patron de l'imprimerie et un employé. Quand le patron de l'imprimerie voit les frères Kouachi arriver, il voit depuis 24 heures l'information en continu, il sait que c'est eux. Et pour sauver la vie de son salarié, il va lui demander d'aller se cacher et prendre contact avec les terroristes en se disant si je perds ma vie c'est ok mais je vais sauver celle de mon salarié. Et en fait il va discuter avec les terroristes qui vont lui demander d'appeler les forces de l'ordre, notamment les gendarmes, ce qu'il va faire. Les forces de l'ordre arrivent, il y a un échange de coups de feu entre les frères Kouachi et les gendarmes à l'extérieur. Un des gendarmes touche un des frères Kouachi au cou, rentre à l'intérieur et demande au patron de le soigner, de lui mettre un pansement. Et une fois que ça a été fait, il l'a libéré en lui disant « tu as fait ce qu'on t'avait demandé ». Ils font une tuerie de masse, ils s'échappent, ils se retranchent, ils font appel aux forces de l'ordre. Et donc une fois que les forces de l'ordre sont là, leur mission est quasiment terminée. Donc le patron va sortir et terrible retournement de situation, il se retrouve lui à l'extérieur et son salarié caché avec sa vie toujours en danger. Et on va le récupérer nous à l'extérieur au PC sécurité qu'on avait installé pour faire la négociation et prendre les décisions stratégiques à une 50aine de mètres. Et de là va commencer la réflexion pour essayer de récupérer l'otage et ou de les faire sortir dans de bonnes conditions. À quel moment vous êtes désigné pour mener cette négociation avec les frères Kouachi? Alors pas dans un premier temps. Dans un premier temps, je suis en tête de colonne d'assaut, je suis à l'angle du transformateur électrique avec mon équipe qui est en direction de la porte d'entrée. À combien de mètres? On est à une dizaine de mètres à peu près, et puis il y a plusieurs équipes qui encerclent l'imprimerie, puis il y a des snipers qui sont positionnés en face, prêts à potentiellement faire un tir de neutralisation. Vous ne les voyez pas de là où vous êtes? Je ne les vois pas de là où je suis, on est protégé par un mur, mais en fait il suffit de passer la tête pour les voir, et on commence à entendre à la radio qu'il faut un négociateur, et donc pas de réponse à la radio. Et donc mon chef direct m'appelle et me dit « David, c'est toi qui es d'alerte 1 ». Donc c'est toi qui vas revenir et qui va venir tâcher de négocier avec les frères Kouachi ou de récupérer l'otage. C'est quoi les premiers mots que vous avez à l'endroit des frères Kouachi? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que vous leur dites pour la première fois? Il y a une vraie discussion à la cellule de négociation en interne. On est accompagné d'un psychiatre spécialiste référent avec qui on étudie les profils. Il y a les négociateurs coordinateurs anciens qui sont là. Et il y a moi qui suis là en prise de contact direct. Et donc on est assez partagé sur le fait de faire un message assez banal et générique, ou ce qu'on a l'habitude de faire sur une prise d'otage ou chez un forcené. On va simplement se présenter, donner notre prénom, créer un premier contact, demander s'il y a des besoins d'eau, de nourriture, ou si tout le monde va bien à l'intérieur, pour essayer de faire quelque chose d'assez platonique en fait. Dans ces situations-là, vous, en tant que négociateur, c'est pas trop dur de vous dire que vous devez créer des liens avec des personnes qui ont traumatisé toute la France, qui ont tué des gens sur leur chemin? Est-ce que c'est pas trop dur de vous dire que je dois quand même créer du lien avec ces personnes? C'est de manière éthique et on va dire légale. Bien sûr qu'il y a une partie de moi qui se dit mais pourquoi est-ce qu'il faudrait en fait se rabaisser ou faire le chemin pour aller vers l'autre? Et j'ai une autre partie de moi qui se dit, mais en fait, c'est le seul pont possible pour que potentiellement il n'y ait pas de sang qui coule. En fait, créer un lien avec un preneur d'otage, un forcené, un terroriste, c'est potentiellement arriver à utiliser son humanité et ses compétences pour traverser une situation et sauver des vies. Et j'ai pour ma part plutôt envie de les provoquer ou de générer une réaction à l'intérieur, parce qu'à l'époque, il y avait un des frères Kouachi qui avait une procédure de pédopornographie sur le dos. Et en fait, l'idée, c'était un peu de les provoquer, de venir les piquer au vif en leur disant « Vous voulez qu'il y ait des journalistes qui s'intéressent à votre histoire et qui vous interviewent, voilà ce qui va être révélé à la presse. » Donc il y a un échange assez virulent à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la cellule, parce que y a un otage à l'intérieur, donc on ne peut pas tout faire et prendre certains risques.
Et en même temps, on se dit quel est le meilleur moyen de les faire réagir. Finalement, le consensus fait qu'on va laisser un message assez platonique sur leur messagerie. Sur leur messagerie dans un des téléphones qui est à l'intérieur. De téléphones portables qu'on finit par obtenir. Donc vous laissez un message sur leur répondeur. Ils l'écoutent, ces messages? Alors, ils vont l'écouter plusieurs fois. Et on a, nous, de la capacité à capter de l'information à l'intérieur d'une habitation via différents dispositifs techniques. On va entendre qu'ils écoutent le message plusieurs fois. Ils vont l'écouter 4 ou 5 fois au fil des heures et au fur et à mesure commencer à même se disputer entre eux, s'énerver, monter dans les tours jusqu'à ce qu'à un moment donné, en plein milieu de l'après-midi, j'entende des coups de feu et qu'ils soient en train de sortir et de tirer dans le tas, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques dizaines de minutes avant, il y avait une personne qui était arrivée au PC Sécurité et qui avait dit « Je suis le papa de l'otage ». Lilian, mon fils, vient d'envoyer un message à sa maman qui est tombée dans les pommes, qui, quand elle s'est réveillée, m'a donné ces messages et je viens vous donner un téléphone pour pouvoir échanger avec lui. Donc juste avant que les frères Kouachi sortent, je vais échanger plusieurs messages avec lui pour savoir s'il est en capacité de sortir de l'évier dans lequel, du meuble sous évier sous lequel il est caché, parce que les terroristes viennent littéralement boire au-dessus de sa tête. Et il me dit via son message, je suis désolé, je suis incapable de faire ce que vous me demandez, c'est-à-dire sortir en courant, sauter dans le contrebas à 2 mètres dans l'atelier et sortir via la porte d'évacuation où je sais qu'il y a une équipe qui peut me récupérer. Parce que ça fait 4 heures, 5 heures que je suis là, j'ai plus de sang dans les jambes et je ne peux rien faire d'autre. Donc là, par message, je vais lui dire, alors je te demande absolument de ne pas bouger, quoi qu'il se passe, si tu entends des bruits de tir, d'explosion, tu ne pars pas en courant, car tous les snipers sont au courant de ta position précise. Leur ligne de mire est réglée, donc il ne faut surtout pas que tu partes en courant s'il se passe quelque chose. Et donc, quand il y a la première déflagration, j'appelle l'otage en direct, parce que je sais que les frères Kouachi sont à l'extérieur, et je vais entendre ces hurlements de détresse, et je vais essayer de le calmer ou de le ramener à un état émotionnel plus gérable, jusqu'à ce que ça se termine et qu'on puisse le faire sortir et qu'on le récupère. Selon vous, qu'est-ce qui a fait que les frères Kouachi ont décidé de sortir de l'imprimerie à ce moment-là? L'heure de sortie correspond à 2, 3, 4 minutes près à une heure de prière de la journée. Donc on s'est dit, c'était un risque, on s'est dit à chaque heure de prière potentiellement, il peut y avoir une action assez symbolique et ils ont choisi effectivement celle-ci. Avant qu'ils sortent, les négociations durent combien de temps avec eux? Il n'y aura pas eu de négociation. En fait, il va y avoir ce message, ils vont l'écouter, on va tâcher de les rappeler, mais en fait, notre fenêtre d'opportunité de négociation nous a été volée par ce média d'info en continu qui va leur donner le seul truc qu'ils essayaient d'obtenir, qui était la fenêtre qu'on essayait d'exploiter, fenêtre qu'on exploitera plus habilement et librement quelques années plus tard avec l'affaire de Trèbes et le colonel Beltrame par exemple. À la fin d'une journée comme ça, vous vous sentez comment? Des fois on dort bien, des fois on dort pas bien. À la fin d'une journée comme ça, il y a beaucoup d'adrénaline et de cortisol qui ont été dépensés. Il y a énormément de pensées de ce qui aurait pu se passer, il y a énormément de pensées de ce qu'on aurait pu mieux faire. Il y a une vraie culture de la non-indulgence au GIGN, ou en tout cas de la non-indulgence envers soi-même, où on va systématiquement débriefer à chaud et à froid tout ce qui a été fait pour essayer de faire mieux la prochaine fois. Il va y avoir beaucoup d'échanges et de discussions à la maison, en famille, avec les enfants, avec son épouse, avec la famille qui appelle. On va beaucoup ventiler d'émotions aussi. Donc ça génère beaucoup d'échanges et la nuit est parfois courte après ce genre de mission. Et justement, on vient de parler de cette affaire marquante et de tous ces souvenirs et ces émotions. Moi, j'aimerais comprendre comment vous vous préparez en tant que négociateur à vivre ce genre de situation. Il y a une thérapie de l'exposition, c'est-à-dire que il y a un courant qui est le TCC, thérapie cognitivo-comportementale, où on va plutôt essayer de s'exposer à quelque chose qui nous fait peur ou quelque chose qui est problématique jusqu'à ce qu'on s'y habitue. Et en fait, le GIGN, c'est un peu une grosse école Montessori, où en fait on propose des situations à l'enfant, on lui dit voilà le problème, trouve des ressources pour arriver à y faire face. Et toute la formation, le prestage et la sélection, c'est ça. Et on met les gens dans des situations de difficulté extrême où, soit par des compétences techniques, mentales, émotionnelles, physiques, soit par le collectif, on finit par trouver des solutions. Et c'est quasiment bien plus dur à l'entraînement qu'en mission. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au GIGN, il y a eu bien plus de morts à l'entraînement qu'en mission.
De sorte qu'à un moment donné, comme tout se fait tout le temps à vitesse réelle, à balle réelle, à hauteur réelle, en fait, quand on se retrouve en mission, on se retrouve à vivre quelque chose qui est quasiment un peu plus facile. Et donc, c'est cette thérapie d'exposition et d'entraînement rigoureux et extrême qui fait que on arrive à faire des choses assez simplement derrière. C'est beaucoup de préparation, comme vous venez de le dire. Et votre métier, c'est aussi limite de la psychologie, de la sociologie. Comment vous vous préparez à tout ça, à échanger, négocier avec des terroristes, des preneurs d'otages? La négociation est la seule spécialité qu'on ne peut pas imposer à un gendarme du GIGN. Son chef peut demander à un gendarme du GIGN de devenir tireur longue distance, spécialiste explosif, ouverture chaude, ouverture froide, équipe d'infiltration. On peut demander quasiment tout, mais on ne peut pas lui demander d'être négociateur parce qu'il va devoir faire preuve d'empathie, d'humanité, de psychologie, arriver à discuter avec quelqu'un qui a fait quelque chose de terrible pour potentiellement ne pas l'interpeller par la force, mais par les mots et la douceur et la bienveillance des fois. Donc, effectivement, il y a une grosse formation psychologique sur des profils psychocriminels, mais il y a aussi tout un tas de formations à des grilles de lecture diverses et variées qui peuvent aider à faire de la prédiction comportementale et comprendre comment l'être humain fonctionne. Moi, ce que j'ai appris de ces années-là, c'est qu'on est toutes et tous littéralement et fondamentalement différents. Aujourd'hui, on parle souvent de radicalisation islamiste, mais il y a aussi des mouvements radicaux multiples, incel, les suprémacistes blancs. Est-ce que vous vous intéressez à leur doctrine, à leur idéologie? Est-ce que ça vous aide à vous préparer psychologiquement, à comprendre la psychologie justement de ces types de profils? On peut avoir des paranoïaques, complotistes, forcenés, on peut avoir tout un tas de psychologie En fait, on l'a vu un peu pendant le Covid, mais je le voyais énormément dans cette séquence au GIGN. L'être humain a un profil de personnalité et de fonctionnement, et en général, dès que le stress monte ou que le contexte monte, on finit par tomber là où on penchait déjà. Donc pendant le Covid, les plus flippés sont devenus énormément flippés, les gens qui étaient un peu hystériques sont devenus complètement hystériques, les gens qui étaient un peu obsessionnels ont commencé à avoir des tocs. Mais en fait, quand on se retrouve tout le temps face à des profils qui sont soit abîmés ou pressurisés par la vie ou qui, à l'intérieur de leur profil de personnalité, ont des faiblesses ou des sensibilités qui sont exacerbées par le contexte, il faut comprendre le fonctionnement de ces profils-là pour arriver à manœuvrer. Alors c'est de la culture, parce qu'en réalité, les gens qui se radicalisent suivant des morceaux de texte ou des interprétations de texte qui sont extrêmement loin de ce que raconte le Coran. Le Coran... Bien sûr, on peut trouver des passages un peu plus guerriers dans le Coran, mais c'est un texte de paix, le Coran. Comme on pourrait trouver dans la Bible des passages qu'on pourrait considérer agressifs ou autres, alors que c'est un message d'amour aussi. Et donc j'avais besoin de comprendre quelle est la psychologie de ce texte originel pour savoir à quel point il était modifié, interprété par les gens qui se radicalisent, souvent en ligne ou par le biais de gens qui ne connaissent même pas l'origine de ce texte. Pour potentiellement aller sur des terrains et jouer d'influence ou mettre en porte-à-faux, quoi. Il y a un passage de votre livre que j'ai lu et qui m'a marqué, et ça m'a paru comme une évidence. Il y a un passage où vous dites que peu importe qui on est, ce qu'on fait, on a tous une enfance, une histoire, une famille, donc on a tous une part d'humanité. Est-ce que quand vous négociez, par exemple, avec des preneurs d'otages ou des terroristes, vous dites ça pour aller chercher une part d'humanité chez... Oui, en négociation, il y a toujours plusieurs plans. Je vais négocier sûrement avec votre personne sociale. Et puis, si j'arrive à enlever cette carapace, je vais essayer d'aller me brancher à l'intimité, l'enfance. On a toutes et tous des Madeleines de Proust, acceptables ou non acceptables. Et parfois, il faut arriver à négocier un passe-droit avec le social ou l'emballage pour venir toucher derrière. Et c'est un vrai travail avec des profils radicalisés notamment où il y a une espèce de déshumanisation. Pour arriver à supprimer des vies, il faut avoir suffisamment peu de valeur à donner à cette vie. Et ça, c'est un travail de déconstruction ou de radicalisation. Et sans avoir trouvé la solution de revenir en arrière, on va chercher toutes les failles. Mais la négociation, c'est ça. C'est aller dans la tête de quelqu'un et essayer d'allumer l'interrupteur pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, on a parlé de l'attentat de Charlie Hebdo. Une autre expérience que vous avez vécue également, c'est en 2018. Et vous êtes de nouveau confronté à une attaque terroriste, la prise d'otage de Trèbes.
Comment ça se passe? Pareil, vous étiez où? Vous faisiez quoi à ce moment? J'étais à la cellule nationale de négociation. En fait, sur la fin de mon parcours au GIGN, j'ai décidé de me retirer des colonnes d'assaut et d'intégrer la cellule nationale de négociation qui a pour rôle de former tous les négociateurs du GIGN. Donc, je suis en train de finir une formation de négociateurs et de négociatrices régionaux. Je suis en train de leur remettre leur diplôme avec leur pins et tout ça. Et mon chef m'appelle et me dit « Tu reviens tout de suite, t'es coordinateur d'alerte ». Donc il y a une attaque terroriste en cours du côté de Carcassonne. Il y a un individu qui s'est retranché dans un Super U. Il faut que tu reviennes et que tu pilotes les négociateurs sur place. Juste pour remettre du contexte, la prise d'otage de Trèbes, c'était en 2018 et l'assaillant avait déjà tué des personnes sur son périple depuis Carcassonne. Ouais. Avant de se retrancher dans le Super U, où justement le colonel Beltrame, dont vous venez de parler, avait pris la place. Tout à fait. D'une otage. S'est échangé avec une otage. Ouais. Comment vous avez vécu cette information quand vous l'avez reçue? Au même titre que toutes les informations, il y a un double mouvement là sur cette affaire et en fait, quand le colonel Beltrame fait ça, en tant que militaire, il commet une erreur parce que ce n'est pas dans les process de s'échanger avec l'otage, notant que l'otage, qui est une femme, a moins de valeur aux yeux du terroriste qu'un militaire en tenue. Et en même temps, l'être humain et l'homme qui fait ça est un héros et respectable à vie sur plusieurs générations parce que ce qu'il fait est absolument magnifique et il a été reconnu par la nation et c'est normal pour ça. Donc en tant qu'être humain, en tant que papa, en tant que mari, je trouve ça beau et fort. Et en tant que négociateur, je me dis qu'il y a une difficulté qui vient de s'ajouter. Donc je vais jouer avec cette ambivalence qui est parfois commune à plein de missions et qui est juste une difficulté de plus dans l'opération qui y arrive. Et pour cette négociation-là, vous n'êtes pas sur place, vous le pilotez à distance? J'ai 4 négociateurs et négociatrices sur place qui sont avec la famille du terroriste, qui posent des questions, font des enquêtes d'environnement. Je les pilote à distance et j'ai une équipe de 2 négociateurs qui sont avec moi. Et donc je coordonne la stratégie avec l'équipe qui est en vol, l'équipe qui est sur place, mes négociateurs et les 2 négociateurs du GIGN confirmés qui sont à mes côtés, dont un notamment qui prendra la parole face aux terroristes. Quand vous établissez le contact avec lui, les premiers mots vous dites, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe, les premiers mots que vous entendez de sa part? Alors en fait, on est en haut-parleur. Dans la cellule nationale de négociation, il y a Bertrand, qui est négociateur numéro 1, qui discute avec le colonel Beltrame et le terroriste. Il y a un négociateur numéro 2 qui est là pour le coacher. On fait toujours ça en binôme. Et les consignes qui sont données, c'est d'établir le contact, d'essayer de jouer potentiellement sur ses réelles motivations, sur la possibilité ou pas d'entrevoir des pistes pour le faire flancher. On va lui parler de sa maman, on va lui parler de sa famille, on va essayer de voir à quel point est-ce qu'il est complètement hors sol et complètement radicalisé ou sensible à nos arguments. Et on entend qu'il y a un discours assez rodé, il s'est préparé, il envoie les arguments. Mais à mon sens, avec le recul, il commence à y avoir des idées de pistes de discussion parce que s'il avait voulu mettre un terme à cette épopée, il l'aurait déjà fait. Sauf qu'on ne pourra jamais savoir si on aurait pu ou non le faire sortir car tout le monde connaît l'issue de ce qui s'est passé. Pareil, dans le livre, il y a une phrase que le colonel Beltrame vous dit au téléphone et qui vous perturbe dans la compréhension et qui va beaucoup jouer dans la suite des négociations. Ouais, il essaye de nous passer, avec le recul, un message subliminal qui est « tu sais qui je suis, tu sais d'où je viens ». En fait, le colonel Beltrame avait été affecté à une unité de protection du GIGN qui s'appelait l'Épigène à l'époque. Et donc, c'est aussi ce qui génère chez nous un changement du process qui fait qu'habituellement, lorsqu'on réussit à avoir un otage au téléphone, on lui passe les consignes de l'otage. Vous ne devez pas jouer au héros, vous écoutez bien ce que vous demande le preneur d'otage ou le terroriste, vous facilitez l'arrivée des forces de l'ordre, mettez-vous à tel endroit si vous pouvez, ainsi de suite. Et en fait, comme il l'avait été dans l'unité, je n'ai pas jugé nécessaire de demander à mon négociateur de faire ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous passe ce message, et donc je ne comprends pas le message subliminal et ce que ça inclut derrière, mais ce qui va se passer, c'est que quelques minutes plus tard, on va avoir le terroriste au téléphone et Bertrand, le négociateur, va pouvoir discuter avec lui, et à un moment donné, il y a du bruit dans la pièce, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si un coup de feu est parti, si une armoire métallique a été tapée, ce qu'on comprend, c'est qu'à posteriori,
Le colonel Beltrame a tenté sa chance, a sauté à la gorge du terroriste pour essayer de le neutraliser et de sauver sa vie. Et au moment où la colonne d'assaut rentre derrière, le terroriste est déjà mort derrière la porte et le colonel Beltrame est blessé mortellement à 2 endroits, dont au cou. Et l'équipe d'assaut va essayer de le maintenir jusqu'à ce qu'il soit évacué par hélicoptère, mais il va mourir en arrivant à l'hôpital. Est-ce que pour vous, Trèbes a eu le même poids que Charlie Hebdo? En fait, ce sont 2 affaires différentes. J'ai envie de dire Charlie Hebdo et le Bataclan, par exemple, sont deux affaires qui ont blessé la France au plus profond de son cœur. Alors que Trèbes est une mission qui a révélé un héros national pour la nation. Donc oui, les finalités sont à peu près les mêmes, on a perdu des citoyens français, mais pour Trèbes, on a quelqu'un qui s'est mis à briller, qui a été porté haut par les politiques et par les citoyens, et je ne les mettrai pas sur le même plan, en tout cas pour cette raison-là. Vous parlez aussi beaucoup de santé mentale, finalement, dans votre livre. Est-ce que vous revivez des scènes qui vous reviennent, des flashbacks de ces moments que vous avez pu vivre? Oui, alors ça arrive d'avoir des souvenirs. Maintenant, je ne suis pas marqué, je ne suis pas blessé, je ne me réveille pas en sueur la nuit, en revivant des choses en post-traumatique. Quand on rentre dans ces unités-là, on sait qu'on va vivre des choses difficiles. C'est aussi une responsabilité individuelle, mais au même titre que d'être dans une entreprise, manager ou dirigeant. Il y a une espèce d'hygiène individuelle, de se nettoyer soi-même de choses qu'on n'a pas besoin de garder, qu'il faut absolument évacuer pour continuer à rester dans l'excellence, la performance, l'opérationnalité de ces métiers. Mais un papa ou une maman devrait pouvoir faire pareil, un collaborateur devrait pouvoir garder de la joie dans son travail, de l'opérationnalité et arriver à nettoyer les expériences difficiles, voire les traumatismes qu'il ou elle vit. Et au GIGN, c'est encore plus important. Et oui, c'est quelque chose que j'ai eu fait et que je fais toujours. Par rapport aux choses que vous avez découvertes, qui vous ont aidé à l'hypnose, dont vous parlez dans votre livre, comment vous découvrez cette pratique? En fait, sur la fin de mon parcours au GIGN, j'intègre la cellule nationale de négociation et dans ce cadre de recherche et développement, on va chercher tout un tas de techniques. Et notamment, le GIGN va beaucoup chercher du côté de la thérapie, de l'accompagnement, des grilles de lecture de l'humain, parce que c'est un champ qui donne énormément d'informations sur comment fonctionne l'être humain, émotionnellement, psychologiquement, comment on fait changer les gens, quels sont les freins au changement et les résistances potentielles, pour qu'on puisse les transférer et transformer certains protocoles, même thérapeutiques, pour de la négociation de crise, parce que c'est utile et ça permet aux gens de sortir. Donc dans ce cadre-là, je vais aller chercher de l'hypnose. Est-ce que ça vous aide à repérer, remarquer des signaux qui vous donnent des informations que vous n'avez pas? Alors l'hypnose, non. Pour ça, il y a plusieurs autres grilles de lecture qui permettent de détecter ça. Par exemple, là, quand je suis en face de vous, j'écoute la structure de votre langage, j'écoute certains mots plus importants que d'autres qui me racontent comment est-ce que vous vous positionnez, quelle est votre stratégie de comportement pour faire face au monde. Dans votre gestuelle, je vais regarder comment votre corps bouge, est-ce que vous avez des micro-démangeaisons au niveau de votre visage et autre chose. Ça, c'est plein de critères que je vais venir mettre les uns à côté des autres ou les uns contre les autres pour essayer de trouver de la richesse et de la profondeur dans votre profil et me dire, tiens, ce modèle-là, je vois comment il fonctionne. Et donc, de manière prédictive, je vais faire ça, pas faire ça, dire ça ou pas dire ça. Est-ce que vous avez analysé mon profil depuis le début de l'interview? Ouais, pourquoi? Et vous à la 3e minute, quand on s'est serré la main. Et vous avez analysé quoi? Il y a plusieurs choses à dire sur votre profil. Vous avez de l'ouverture, vous avez de la jovialité, il y a quelque chose qui est... il y a une ambivalence chez vous que je trouve intéressante. Il y a quelque chose qui est très ouvert à l'expérience, qui est très curieux, et en même temps un truc qui est très stable et qui est très sûr de vous, qui est très solide. Il y a quelque chose de curieux de l'autre et en même temps de reculé. Alors, il y a énormément de trucs à dire sur votre profil. Et quand je vous dis ça, vous faites une micro-fixation sur votre petit doigt. Donc, il y a quelque chose qui vous interroge et qui vous tend. Donc, voilà. J'aimerais partir sur un moment qui a été aussi marquant, principalement pour vous. Vous avez parlé d'une intervention sur un Go Fast. Oui. Et à la fin de cette intervention, vous avez eu un déclic.
qui a été provoqué par quoi? En fait, un jour, on est dans le sud, il y a un go fast, on interpelle les trafiquants de drogue, on récupère la drogue, il y a une course-poursuite, il y a de l'adrénaline, la mission est un succès. Et je remonte dans la voiture, je m'assieds et je me dis, bah en fait, si j'étais allé chercher mes enfants à l'école, c'était bien aussi. Et donc ce truc-là, au fond de moi, me fait me dire, tu ne peux pas continuer à faire ce métier-là dans ces conditions extrêmes où des fois, entre impossible et improbable, il y a un chemin qui est quasiment invisible, mais c'est là la solution. Tu ne peux pas avoir ce doute-là qui est à l'intérieur parce que tu vas risquer ta vie et celle des autres. Et donc ça va être le déclencheur qui va me faire sortir des colonnes d'assaut, me concentrer essentiellement sur la négociation. Et ce sas dans la négociation va me faire accéder à des entreprises privées derrière et je vais commencer à travailler un peu à l'extérieur et ça va être le début de cette fin-là. Épatant, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était avec plaisir. C'était très passionnant. Vraiment, c'était super intéressant. Ah ben cool si ça vous va. J'ai passé un excellent moment.